Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Après le coup d'État de 2021, la Guinée-Conakry est engagée dans une période de transition de 24 mois sous la surveillance attentive de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'objectif de cette transition est de restaurer l'ordre constitutionnel et de préparer le terrain pour des élections démocratiques. Alors que le délai imparti par la CEDEAO approche à grands pas, la Guinée sera-t-elle en mesure de respecter ce calendrier de la transition et de rendre le pouvoir aux civils? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Quittant la Guinée, cap cette fois-ci du côté de la Centrafrique, le référendum pour une nouvelle constitution en République centrafricaine se profile à l'horizon, suscitant un intérêt croissant tant au niveau national qu'à l'international. Le président Faustin Archange Touadéra a remis le projet du texte à la direction nationale de la campagne référendaire chargée de publier la nouvelle constitution. Ce projet de loi constitutionnelle soulève de nombreuses questions quant à son impact sur la situation politique, sociale et géopolitique du pays. Alors que le texte proposé permettrait au président de briguer un troisième mandat, il prévoit également des réformes majeures de la Cour constitutionnelle. La Centrafrique a-t-elle besoin d'une nouvelle constitution? Allons-nous vers un troisième mandat du président Touadéra? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Pape Ousmane Thio, doctorant en sciences politiques, spécialiste des questions en sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Débrief. Merci Régis. Je salue également mon collaborateur, mon co-débatteur, M. Diakhaté. Justement, en face de vous, nous avons notre ami Karim Diakhaté, directeur de publication du quotidien Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation du Débrief. Merci Régis. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Karim, je reste avec toi. On va parler évidemment de la Guinée-Conakry, un pays que tu connais très bien. Mais avant d'entrer en profondeur, quelle analyse fais-tu aujourd'hui de la gestion du pays par cette équipe de la transition avec à sa tête le colonel Mamadou Doumbouya? Le colonel Mamadou Doumbouya a essayé durant en fait toute cette période de mettre en place un certain nombre d'aspects pour montrer effectivement qu'il s'est inscrit dans le respect des engagements pris au début donc de cette transition. Il est clair que cette transition a connu une certaine évolution parce qu'au début on parlait de 39 mois qui n'avaient pas été acceptés par l'instance régionale, la CEDEAO. Par la suite, on est revenu à 36 mois et effectivement, on est tombé sur un délai de 24 mois. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a comme une certaine méfiance au niveau de la CEDEAO par rapport en tout cas au respect de cette transition, de cette durée par le CNRD. Et le colonel Mamadou Doumbouya, justement, est revenu là-dessus en février dernier. Exactement. Pour réitérer sa volonté de respecter sa parole. Il est clair que les instruments, les outils pour permettre à cette transition d'être menée à bon port sont mis en place. On parle d'une période allant jusqu'au 31 décembre 2024. Et sur ce plan-là, le CNRD est effectivement en train de dérouler normalement. Maintenant, il y a des critiques, c'est vrai, qui ne manquent pas du côté surtout de la CEDEAO par rapport au respect de certaines contingences liées aux élections et autres. Donc du coup, vous comprenez un peu l'inquiétude de la CEDEAO qui a dû aujourd'hui taper un peu sur la table pour ramener cette transition à l'ordre dans le sens du respect effectivement de ce cahier de charge. On peut comprendre un peu cette interpellation, si vous voulez, de la CEDEAO, mais en même temps, c'est comme une sorte d'empressement parce qu'il faut également considérer la situation en Guinée non pas comme quelque chose qui est similaire à ce qui se passe dans la sous-région. On a pu voir ce qui s'est passé au Mali ou au Burkina Faso. Mais pour le cas de la Guinée, je pense qu'il y a une évolution toute particulière. La Guinée a connu, certes comme le Burkina Faso du reste, une première transition avec le CNND à l'époque en 2009. Mais avec cette situation nouvelle, il y a effectivement des aspects sur lesquels on peut effectivement accorder beaucoup de crédit
à ce que la transition menée par le colonel Mamadou Doumbia est en train de montrer. Ouais. Justement, le colonel Mamadou Doumbia, vous l'avez souligné, mon cher Karim Diakhaté, a laissé entrevoir un retour au pouvoir des civils. Il a dit qu'il n'allait pas, en tout cas, de son côté, aller aux élections, qu'il allait organiser ces élections, ensuite laisser le pouvoir aux civils. C'est quoi l'après Doumbia aujourd'hui, mon cher Pape Ousmane, et quel profil, quelle fonction aujourd'hui le colonel pourrait occuper en cas de départ? Alors moi, dès l'annonce des 24 mois qui était prévue pour la transition en Guinée, la plupart des observateurs s'étaient posé la question de savoir pourquoi choisir déjà 24 mois. Pourquoi déjà choisir 24 mois dans un contexte où, dans la plupart des pays de la sous-région, cette transition n'atteignait pas cette durée. Maintenant, certains observateurs ont parfois raison de douter de la bonne volonté du colonel Doumbia, et surtout à travers ce que l'on est en train de voir actuellement sur les réseaux sociaux, une forme de théâtralisation du pouvoir émanant de cette junte militaire. C'est comme ça qu'on appelle en politique, une forme de théâtralisation du pouvoir. Maintenant, certains sont en train de douter de la bonne volonté du colonel Doumbia de vouloir remettre le pouvoir aux civils. Ouais. Maintenant, il a clairement exprimé ça au fil des interviews qu'il allait tenir parole. Maintenant, la CEDEAO, à travers son insistance, et je crois que les autorités de la Guinée pourront clairement se mettre sur cette ligne. Maintenant, attendons de voir d'ici 2024 si vraiment la junte militaire en Guinée sera dans les dispositions de transmettre le pouvoir de manière pacifique aux civils. Parce qu'il faut savoir que la Guinée est un cas assez particulier en Afrique de l'Ouest. C'est un pays aux richesses clairement énorme. Vous voyez, donc la plupart du temps, certaines juntes militaires ont parfois du mal à transmettre le pouvoir aux civils de manière pacifique. Et par rapport à ça, mon cher Pape, désolé de t'interrompre, par rapport à ce que tu viens de mettre sur la table, quels pourraient être les risques en cas de non-respect de ce calendrier, de cette transition-là, des 24 mois fixés par la CEDEAO? Justement, le calendrier de cette transition est jugé par certains comme étant très long. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, espérons que le colonel Doumbia puisse tenir parole. Parce que oui, mais s'il ne le fait pas, quels sont les risques? La crise va s'enliser, malheureusement. La crise va s'enliser, malheureusement, parce que justement, on se rend compte actuellement en Guinée, il n'y a pas vraiment d'alternative fiable au sein de l'opposition qui se dresse comme étant une alternative civile fiable. On parlait de Cellou Dalein Diallo, mais on se rend compte que Cellou Dalein Diallo, à un moment donné, a fait l'objet de certaines persécutions au niveau de la Guinée, de telle sorte qu'il n'a pas pu, à un moment donné, vivre là-bas. Donc, actuellement, si la Guinée ne dispose pas d'une opposition politique forte, si la Guinée ne dispose pas d'une société civile forte, j'ai bien peur en tant qu'observateur que la transition entre les militaires et les civils ne se passe pas comme voulu. Mais Karim, nous sommes à quelques mois évidemment de la fin de ce délai de la transition évidemment en Guinée. Quels sont les chantiers, l'urgence aujourd'hui qui reste à solutionner pour les Guinéens en ce qui concerne évidemment cette équipe de transition du colonel Doumbia? Mais corrigeons un peu, on n'est pas à quelques mois. Oui. Il y a encore un bon bout de... Effectivement, un an et demi, oui. Je pense qu'il faudrait d'abord tenir compte des propos du colonel Doumbia dès sa prise de pouvoir. Il avait dit à l'époque qu'il fallait éviter les erreurs du passé. Il l'a dit en tenant compte de ce qui s'était passé, je l'ai rappelé, en 2009, avec le CNDD, à l'époque dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous savez qu'à l'époque, la communauté internationale avait, agi de manière un peu forte pour pousser donc la transition à l'époque, pour très rapidement laisser le pouvoir aux civils, et on a vu toutes les péripéties, ce qui s'est passé par la suite, jusqu'à l'avènement du président Alpha Condé. Je pense que actuellement, le problème qui se pose en Guinée, c'est de faire en sorte que déjà, on va éviter effectivement cette réédition des erreurs passées, mais il faudrait surtout s'accorder sur un minimum. C'est vrai que les partis politiques, Pape Atoumane l'a rappelé, ont le droit, ont l'obligation même de, en tout cas, participer au débat politique et de montrer véritablement leur présence, en tout cas dans le pays. Mais il est évident également qu'il y a beaucoup de reproches qu'on pourrait faire aussi bien aux partis politiques qu'à la société civile. Je m'explique. Vous savez, c'est une transition qui est en cours, avec certes
des hauts et des bas, c'est vrai, il faut le dire. Il y a eu des cas sur lesquels le CNRD a véritablement montré la capacité, en tout cas pour cette transition, pour ce gouvernement, de mettre en place un certain nombre de choses. À travers des petites réalisations, on a pu se rendre compte qu'avec véritablement beaucoup de solidarité et d'engagement, beaucoup de choses peuvent être faites. Ouais. Mais de l'autre côté également, on peut sentir une certaine impatience des populations à voir très rapidement revenir au pouvoir une certaine, disons, normalité. Mais en même temps également, cet ordre constitutionnel normal que les gens souhaitent doit s'accompagner d'une justice commune à tous. Il ne faudrait pas, en tout cas, mettre tous les œufs dans le même panier. Parce qu'en fait, oui, il est évident que si les gens ne font pas attention, je parle de la CEDEAO, on risque d'amener justement le CNRD à une certaine crispation. Et comment la CEDEAO pourrait accompagner justement cette transition-là pour le respect du délai et du cahier des charges? Mais l'accompagnement, de mon point de vue, c'est faire exactement comme la France ou le Maroc. Vous avez entendu le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bounita, apporter donc le soutien du Maroc aux initiatives menées par le CNRD. Parce que déjà, il ne faudrait pas, je pense du point de vue de la CEDEAO, toujours pousser donc les militaires au mur en fait. Il faut leur laisser le temps véritablement de dérouler et éventuellement de les accompagner dans un sens qui permette au peuple de pouvoir s'exprimer le temps venu. Les militaires ont parlé de réformes. Ces réformes vont se mettre en place. Il est évident qu'avant d'organiser des élections présidentielles ou législatives, il faut mettre en place tout un canevas. Il y a le problème de l'état civil qui doit être vu. Oui. Il y a le problème du fichier électoral qui doit être également examiné. Par conséquent, je pense qu'il faut du temps au temps. C'est vrai que dans un premier temps, le délai qui était demandé par le CNRD était long, c'est vrai. Oui. Mais je pense que ces 2 ans, à partir donc du 1er janvier 2023, pourront permettre de mener à bien toutes les réformes qui sont préconisées et en ce moment-là, on pourra juger de l'effectivité du travail accompli. Évidemment, oui, mon cher papa. Ces années vit une certaine crise institutionnelle profonde. Donc je pense qu'à un moment donné, le fait de permettre aux militaires de pouvoir effectuer les réformes institutionnelles nécessaires à l'instauration d'un État garant des libertés et de la démocratie, je crois que c'est indispensable pour qu'on puisse parler d'élections apaisées et une transition du pouvoir des militaires vers les civils. Je crois que c'est important. Justement, on reste avec le colonel Doumbia et cette déclaration. Évidemment, on l'a un petit peu analysé sur ce plateau-là, la déclaration de Doumbia qui est évidemment d'aller vers une élection libre, d'organiser des élections et céder le pouvoir aux civils. Alors, au vu de ce que, effectivement, on observe en Guinée, est-ce qu'on pourrait vraiment aller vers une élection libre et inclusive en Guinée, quand on rappelle qu'en ce moment, le pays est également dans un grand procès des anciens? Et évidemment, est-ce que le caractère inclusif fera, on va dire, lumière lors de, évidemment, la fin de cette transition? Cela reste à prouver dans la mesure où, actuellement, depuis 2022, on se rend compte que toute forme de manifestation démocratique est interdite ou réprimée au niveau de la Guinée. Et pour qu'on puisse parler clairement d'élections inclusives et faisant appel à toute la classe politique, il faudrait au moins que les espaces d'expression démocratique puissent être libérés pour qu'on puisse vraiment avoir une opposition politique forte. Mais d'après ce que nous voyons en tant qu'observateurs, on ne se dirige pas forcément vers ça. Peut-être qu'on devrait s'attendre à un certain sursaut, disons, démocratique au niveau de la junte militaire pour qu'il puisse au moins ouvrir un tout petit peu le jeu démocratique vers d'autres forces politiques, même si ce sont des forces politiques qui n'émanent pas forcément de l'ancienne oligarchie politique, mais quand même des forces politiques émergentes qui pourront à un moment donné porter au devant de la scène les aspirations de la population guinéenne. Donc pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, mais espérons que d'ici puisqu'on a encore un an et demi de transition, espérons justement que durant cette période que l'on puisse avoir une certaine ouverture démocratique, comme on l'espère tous en Guinée. Mais il reste un an, Karim l'a souligné, effectivement, un an de transition. On a l'impression que c'est long, mais évidemment, c'est un délai très court pour cette transition-là. Du coup, est-ce que, Karim, aujourd'hui, tu arrives à percevoir les prémices de ce retour au pouvoir des civils?
Oui, mais il est évident que, c'est vrai, le CNRD doit lâcher du lest. C'est vrai, permettre effectivement à la classe politique de se repositionner comme il se doit, mais en même temps également permettre en tout cas à cette nouvelle génération d'acteurs politiques de véritablement se mettre en avant. Mais je pense qu'actuellement, tous les délais sont plus ou moins respectés. Je pense qu'en février dernier, c'était le lancement donc de la rédaction de la nouvelle constitution qui va prendre pratiquement tout le reste de l'année. Des magistrats sont là-dessus. Je pense qu'il appartiendra maintenant, en tout cas aux acteurs politiques, véritablement en tout cas montrer leur engagement à défendre les idéaux de leurs différents partis politiques. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas toujours créer, disons, un bras de fer avec cette transition qui, effectivement, a affirmé Orbi Orbi qu'il va partir. Par conséquent, il n'y a pas de problème quelque part. Ce qui est important, je pense, effectivement, pour le CNRD, faire en sorte que les acteurs politiques puissent véritablement jouer leur jeu, que la société civile ait suffisamment de place pour exprimer ses inquiétudes, c'est tout à fait normal, mais que tout se passe dans la légalité. Parce que malheureusement, on a pu voir dans nos pays, effectivement, des dérives. On a pu voir durant pratiquement le second mandat d'Alpha Condé, tout ce qui s'est passé comme problème avec le FNDC et toutes les victimes qu'il y a eu lors des affrontements. Par conséquent, je ne pense pas qu'il faille toujours continuer dans cette voie-là. Vraiment permettre que le dialogue inclusif puisse s'instaurer pour que demain, véritablement, tous les Guinéens, en tout cas animés de bonnes intentions, puissent participer au jeu démocratique. On parle d'élections possibles, évidemment, en Guinée, mon cher Pape Ousmane. Alors, qui pour prendre la direction de la Guinée aujourd'hui? Quelle figure emblématique ou politique, dans le sens de l'opposition ou du pouvoir en place, qui pour prendre les rênes de la Guinée? Alors moi, en tant que progressiste, je n'ai pas forcément de profil en tête parce que moi, je suis toujours réticente à l'idée selon laquelle l'ancienne oligarchie politique puisse revenir aux affaires malgré tout ce qu'a traversé la Guinée depuis ces 10 dernières années. Parce qu'on se rappelle des événements de 2009, on se rappelle la transition de l'accession au pouvoir d'Alpha Condé en 2010. Et après, cette question du troisième mandat également qui s'est posée en 2021. Donc moi, je suis toujours pour l'émergence d'une nouvelle classe politique, une nouvelle classe politique qui soit en dehors des schémas traditionnels, c'est-à-dire des schémas ethniques, parce que c'est une question toujours latente en Guinée. Oui, ça revient toujours. Hein, donc moi, je suis pour l'émergence d'une nouvelle classe politique qui soit en dehors de ces schémas ethniques, de ces schémas, disons, de politique politicienne, mais que l'on puisse avoir de nouveaux dirigeants politiques qui prennent en charge les aspirations du peuple guinéen, et notamment par rapport à un sujet très, très important au vu du contexte sous-régional, la gestion de leurs ressources naturelles. Ouais, exactement. Pour ça. Et est-ce que, Karim, cette élection en vue en Guinée, évidemment, est-ce que ça va se jouer avec ou sans Cellou Dalein Diallo? Non, mais écoutez, je pense que Cellou a encore toutes ses chances. Il ne faut pas véritablement le mettre dans le rang des vétérans. C'est quelqu'un quand même qui a, en tout cas, joué d'un poids suffisamment important. En tout cas, c'est quelqu'un effectivement qui il faut compter encore. Je pense également à Sidia Touré, même si certains également le mènent tout droit à la retraite. Il a été récemment promu conseiller du vice-président de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, ce sont effectivement des hommes qui peuvent compter, même si encore une fois, la Guinée ne s'arrête pas à ces figures politiques. Ouais. C'est vrai, quand on pense à la Guinée, on pense toujours aux disons, candidats des élections présidentielles passées, mais il y a toute une large gamme de jeunes leaders qui peuvent véritablement montrer leur professionnalisme. Bon, ce qui est important, je pense, en le disant, j'ai pensé à un ami, Idrissa Chérif, également de l'UCG, qui s'active, comme d'autres, Faye Molimono et autres. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est important, je pense, pour la Guinée et les Guinéens, c'est de faire en sorte que, de manière, en tout cas, consensuelle, que toutes les formations politiques, que ce soit du FDG, que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, que ce soit le parti de Lansana Kouyaté ou autre, l'UFR de Sidia Touré, que tous ces partis, dans l'unisson, puissent aller, bon c'est vrai, en s'activant
chacun pour le pouvoir, bien sûr. Mais d'y aller de façon organisée. De façon organisée, consensuelle, et en mettant dans l'esprit que seule la paix finalement peut véritablement mener la Guinée à bon port. Et ce qui est important là-dessus, c'est comme la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya s'est engagée à ne pas être dans la pré-transition. Par conséquent, la voie est toute large pour permettre à tout acteur politique demain de jouer un rôle important pour son pays. D'ailleurs, Karim parlait tout à l'heure de la société civile. Elle a déclaré qu'elle reste ouverte, en tout cas pour échanger avec les cadres politiques, comme Karim l'a souligné, pour une cohésion sociale et pour qu'évidemment ces élections prévues dans un an précis, en tout cas la passation du pouvoir, si on peut le dire ainsi, avec la société civile et la transition, cette passation, en tout cas, se déroule dans des bonnes conditions. Évidemment, cette société civile a visiblement un rôle majeur à jouer, mon cher Pape Ousmane. Oui, absolument. Surtout qu'un nouveau projet de constitution est actuellement en cours de rédaction et les différents points de cette nouvelle constitution guinéenne devront être débattus, dans l'espace public et en ce sens, l'intervention et l'implication de la société civile guinéenne sera très importante parce que c'est la constitution, c'est sur cette nouvelle constitution que va se bâtir l'avenir politique, disons, et démocratique surtout de la Guinée. Donc je crois que c'est important que cette société civile guinéenne renaisse de ses cendres déjà et que puisse se positionner au devant de la scène politique, au devant du débat politique et qu'elle puisse à un moment donné, à travers les différentes réformes qui sont prévues ou en cours, qu'elle puisse avoir son mot à dire. Cette société civile a également soulevé un autre point, c'est le point de la question du mandat, la limitation de mandat. Est-ce que c'est une question, on va dire, visiblement, est-ce que cette question arrive au bon moment, j'ai envie de dire? Bon, en tant qu'observateur, on est tenté de dire que ce n'est pas vraiment le moment parce qu'on est dans un régime transitoire, donc c'est après l'installation d'un pouvoir civil qu'on pourra parler de ça, mais je crois également que c'est une bonne occasion. Pourquoi? Parce que c'est justement durant ce régime transitoire qui n'est pas appelé à participer à la vie politique plus tard qu'il faudra régler définitivement cette question de mandat. Par exemple, en disant que oui, le prochain président de la Guinée ne fera que 2 mandats, disons de 5 ou de 7 ans, et après c'est fini. Comme ça, le prochain président ne pourra pas s'appuyer sur une hypothétique révision de la Constitution pour ensuite dire que oui, l'ancienne Constitution pour laquelle j'étais élu ne fait pas partie du décompte. Vous voyez un peu. Donc je pense que le régime transitoire actuellement en Guinée est une opportunité pour pouvoir appliquer pouvoir sécuriser, pouvoir verrouiller la constitution guinéenne par rapport à ce genre de thématique. Et je pense que c'est vraiment la question qui brûle les lèvres en Guinée, mon cher Karim, quand on sait évidemment que cette problématique de 3e mandat a conduit au coup d'État en 2021 avec Alpha Condé. Donc ça reste encore aujourd'hui un problème majeur en Guinée. Mais parfaitement. D'ailleurs, cela entre dans le cadre justement de ce qu'a exprimé le président nigérian, nouveau président de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui disait récemment que la CEDEAO ferait tout pour en tout cas empêcher les coups d'État. Et effectivement, ce problème de 3e mandat est un facteur donc d'éventuels coups d'État, parce qu'en fait, comme c'est un coup d'État anticonstitutionnel, effectivement, cela peut effectivement conduire à ces situations-là. Je pense que pour le cas de la Guinée, il faudrait, en tout cas dans le cadre de cette nouvelle constitution, mettre ça en lettres d'or, faire en sorte que le mandat puisse être d'une durée en tout cas bien déterminée, avec véritablement un verrouillage systématique pour que demain on ne puisse pas voir certaines dérives. L'occasion. Ouais, et justement, et on parle d'occasion. Alors, les pays frères de la Guinée suivent de près également la situation dans le pays. Pourquoi, selon vous, mon cher Pape Ousmane? La situation en Guinée. En Guinée, oui. Oui, tout simplement pour des raisons, disons, de bon voisinage déjà, parce que pour le Sénégal, par exemple, il y a une forte communauté de Guinéens ici, environ 3 millions. Ils sont environ 3 millions de Guinéens. Donc, la situation politico-sécuritaire en Guinée touche directement le Sénégal, touche directement la communauté guinéenne au Sénégal. Donc il est important pour un pays comme le Sénégal de pouvoir regarder, de suivre en permanence l'évolution de la situation politique au niveau de la Guinée. Parce que c'est important de pouvoir, pour des raisons ne serait-ce que de sécurité intérieure, il est important pour le Sénégal de pouvoir s'intéresser à la situation en Guinée. Évidemment, s'intéresser à la situation politique de la Guinée. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la 2e et dernière partie d'émission. À tout de suite.
De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. La Centrafrique se dirige vers une nouvelle constitution dont les composantes seront connues le 28 juillet prochain. Quels sont les enjeux politiques, mon cher Pape, liés évidemment à l'adoption de cette nouvelle constitution en République centrafricaine, des enjeux évidemment sur le plan social et politique? Alors, mais avant de parler des enjeux sociaux et politiques, je pense qu'il faudrait d'abord dresser un petit constat par rapport à la situation en Centrafrique. C'est un pays confronté à une situation sécuritaire sans précédent après la guerre, disons, civile entre les Séléka et les Anti-Balaka. Donc, il faudrait que l'on ait un certain retour à la stabilité dans ce pays, d'où l'appel des autorités aux milices, comment on les appelle? Oui, à Wagner. Maintenant, alors l'enjeu de cette constitution, c'est de pouvoir peut-être jeter les bases d'une Centrafrique un peu plus démocratique et où certaines questions de base, notamment en rapport avec la démocratie et la bonne gouvernance, seront évacuées. Maintenant, certains observateurs se posent la question de savoir est-ce que le président Touadéra ne pourrait pas en profiter pour demander un troisième mandat. La question du troisième mandat qui revient de manière, disons, épisodique un peu partout en Afrique. Maintenant, les différents points de cette constitution ne sont pas encore révélés. Donc, attendons de voir quels seront les différents points de ça pour pouvoir discuter de manière plus... Évidemment, on parle pas la totalité, mais il y a certains points déjà qui se sont dégagés et qui ont un petit peu été lus et donnés au maximum par les Centrafricains. Alors, mon cher Karim, on a parlé tout à l'heure évidemment du président Archange Touadéra. Quel bilan faites-vous de ces deux mandats à la tête du pays? Oui, écoutez, Régis, je pense que le président Faustin Archange Touadéra est venu au pouvoir dans un contexte assez particulier. Papa Toumane l'a rappelé, la Centrafrique sortait d'une période de crise, en tout cas émaillée par une guerre civile, on l'a vu, entre Anti-Balaka et Séléka. L'opération Sangaris menée par la France et tout ce qui s'en est suivi, des milliers de victimes parmi la population. Par conséquent, un contexte très chargé. Et en 2016, donc, après la transition dirigée par Catherine Samba Panza, quand le président Faustin Archange Touadéra, qui a été Premier ministre de François Bozizé entre 2008 et 2013, exactement. Donc quand il est arrivé au pouvoir, beaucoup pensaient qu'il allait véritablement être l'homme providentiel, qui allait véritablement mettre le pays sur la rampe de la démocratie. Il s'est trouvé qu'il avait fait un certain nombre d'engagements sur lesquels beaucoup de Centrafricains, en tout cas, avaient beaucoup d'espoir. Mais par la suite, on a vu effectivement qu'il a pu, c'est vrai, il contraint peut-être par ce qu'on a pu voir, les groupes armés qui menaçaient un peu son régime. Il a fait appel à des instructeurs russes, donc Wagner, dont parlait Papa Toumane tout à l'heure, et il a pu, en tout cas, mener à bon port son premier mandat et son second mandat. Tous ces mandats, donc, l'ont été véritablement sous le serment de la Constitution de 2016. Une Constitution élaborée, d'ailleurs, à l'époque par Abdoulaye Bathily, à l'époque représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et c'est une Constitution qui véritablement portait, en tout cas, les germes de retrouvailles sincères de la Centrafrique. Parce que des groupes armés, des acteurs de la société civile, des partis politiques, tous s'étaient impliqués pour qu'on ait, en tout cas, un texte constitutionnel véritablement, en tout cas digne d'intérêt. Et en parlant justement, Karim, de cette constitution de 2016, alors l'un des points phares de ce nouveau projet de loi qui viendra abroger évidemment celui de 2016, c'est la modification de la durée du mandat. On quitte du quinquennat présidentiel au septennat, sans limitation du nombre de mandats. Que vous inspire principalement ce changement? Mais là, tous les observateurs s'accordent à dire que le président Faustin Archange Touadéra est en train de baliser une voie vers une présidence à vie. Comment voulez-vous sortir d'un quinquennat? Enfin, déjà, je voulais dire que lui, comme il a juré serment par rapport donc à la Constitution de 2016, qui ne permettait pas, de toute façon, qu'il puisse lui-même avoir un troisième mandat, comment il peut faire en sorte que cette modification porte
sur un fait aussi, disons, porteur de danger, je veux dire. On parle d'un quinquennat à un septennat. Sans limitation de mandat. Limitation. Oui. Par conséquent, c'est quelqu'un qui part pour durer. Et cela est dangereux. Cela est dangereux dans la mesure où... Et il n'y a pas que cela, en fait. Parce que dans cet article 67, qui était l'article 37 qui a été modifié, cet article, il n'y a pas que ça. C'est un élément, c'est vrai, vraiment sur lequel il faut parler. Mais il y a l'aspect concernant les binationaux, qui vont être certainement, disons, menacés de ne pouvoir participer à des élections. Il y a également le fait que ceux qui ont participé à des groupes armés ne puissent plus pouvoir avoir un poste électif. Par conséquent, imagine tout ce qu'il y a eu comme acteurs politiques qui étaient dans des groupes armés et qui par la suite ont fait amende honorable et qui ne peuvent pas malheureusement demain prétendre à un poste. Et il y a également, chose plus grave, le fait que tous les leaders politiques pratiquement sont des binationaux là-bas, la plupart d'ailleurs. Par conséquent, c'est une manière de dire, écoutez, je vais faire table rase de tout cela et il va certainement aller très rapidement pour, en tout cas, un mandat illimité. Un troisième mandat à vie. Mon cher Pape Ousmane, au vu évidemment de toutes ces modifications apportées lors à la Cour constitutionnelle, est-ce que la Centrafrique est-elle en train de ressortir une page sombre de son histoire en faisant référence évidemment à Jean Bokassa qui s'était autoproclamé empereur sous le nom de Bokassa Ier en 1976? Ah oui, d'après ce que vient d'expliquer M. Diakhaté, on ne va certainement pas vers des élections inclusives. Mais l'ensemble des dispositions qui ont été énumérées par M. Diakhaté renseignent qu'on est dans un processus de sélection des candidats qui vont devoir compétir à l'élection présidentielle à venir. À cela s'ajoute la modification de l'article 37 pour un mandat de 7 ans. Illimité. Là, je crois que nous avons des éléments qui peuvent laisser penser que si les dirigeants de la Centrafrique n'y prennent pas garde, on va vers des lendemains instables, dans la mesure où certains groupes armés dont leur objectif affiché était clairement de récupérer le pouvoir centrafricain ne vont absolument pas se laisser faire par rapport à cette situation. Donc, et face à ça, est-ce que nous sommes devant un recul démocratique Oui, nous sommes clairement face à un recul démocratique parce qu'en Afrique, de manière générale, la question du troisième mandat fait toujours débat. Et au niveau de la CEDEAO comme au niveau de l'UEA, l'objectif est qu'on puisse arriver à ce qu'un président ne puisse plus faire plus de 2 mandats. À plus forte raison, un mandat illimité. Donc je crois que nous sommes face à un certain recul. Pourtant, selon les observateurs, Touadéra était bien parti pour non seulement stabiliser son pays, mais mettre sur place certains leviers permettant d'avoir une gouvernance sobre déjà, une gouvernance sobre et, j'allais dire vertueuse, mais une gouvernance plutôt, disons démocratique de son pays et de ses ressources. Évidemment, Karim l'a souligné, des attentes nombreuses, évidemment, à l'arrivée à la tête du pays de Faustin Archange Touadéra. Karim, rappelons au passage que ce projet de loi permettra au président Touadéra de briguer un troisième mandat, on l'a souligné. Selon vous, comment les membres de la Cour constitutionnelle seront-ils choisis et par qui? Bon, déjà, il faudrait aussi rappeler un fait. Dans une chronique que nous avons consacrée à la situation il y a quelques jours, nous avions évoqué les mauvais calculs du professeur Touadéra. Parce que le professeur de mathématiques qu'il est, avec des compétences avérées, a certainement perdu de vue que le peuple centrafricain, comme tous les peuples africains du reste, ont quand même le droit de pouvoir véritablement, en tout cas, avoir une mainmise dans, en tout cas, les affaires qui les concernent directement. Vous savez, dans cette même constitution, avant de répondre à votre question, il y a un point qui exclut de fait pratiquement tous les fils de paysans, de boulangers ou en tout cas de rural. Il y a un point où il est dit que quand on n'a pas donc, le niveau de la licence, on ne peut pas prétendre à candidater à la présidence de la République. Oui, et ça va plus loin. De fois, ça fait encore ressurgir la problématique de la guerre ethnique dans le pays aussi, en Centrafrique. Exactement. Maintenant, pour parler de ce point par rapport donc à la Cour constitutionnelle, vous savez, avec ce qui s'était passé avant, lui, il avait déjà dissous cette Cour constitutionnelle. Il avait limogé donc la présidente à l'époque, Madame Darlan. Et les nouvelles dispositions font que le président de la République pourra choisir
3 membres de cette Cour constitutionnelle. Mais toujours est-il que cette voie qu'il est en train d'emprunter n'est pas la bonne. Malheureusement, c'est le fait de courtisans qui veulent toujours faire en sorte que le chef de l'État les suive dans leur manœuvre. Et malheureusement, souvent, ce sont des tailleurs, entre guillemets, constitutionnels, qui ne sont pas des tailleurs de haute couture, malheureusement, mais des rapiéceurs de la petite semaine. Parce qu'en fait, vous savez, un pays comme la Centrafrique, avec tout ce que cela renferme comme dangerosité, du point de vue de l'environnement géopolitique, avec un Tchad au nord où la transition déjà est sujet à réflexion, avec le Soudan qui est en guerre de l'autre côté, avec donc tout ce qui se passe en RDC, et avec en tout cas toute cette situation régionale plus ou moins, en tout cas difficile, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une paix sociale durable. Et malheureusement, Touadéra est en train quand même de porter les germes de conflits à venir. Et en parlant de conflits à venir, alors il y a un référendum prévu le 28 juillet prochain. L'opposition, le bloc républicain pour la défense de la Constitution, ainsi que la société civile appellent au boycott. Est-ce une excellente stratégie, mon cher Pape Ousmane, pour contrer ce projet de loi que beaucoup qualifient de frauduleux? Avant d'en arriver là, j'aimerais juste préciser qu'il a dit récemment dans une de ses prises de parole que le peuple est au-dessus de la Constitution. C'est Touadéra qui a dit ça. Bon, moi, je trouve que, bon, en principe, ce n'est pas tout à fait faux, mais dans un contexte, c'est une forme de manipulation de la, disons, de la volonté populaire, dans une perspective purement électoraliste. Moi, je pense que l'ensemble des points qui ont été énumérés tout à l'heure par M. Diakhaté nous confortent dans notre position selon laquelle la Centrafrique est en net recul démocratique déjà et va avec des lendemains certains. Parce que je ne pense pas que non seulement la classe politique va accepter ça, mais également les groupes rebelles, dont leur objectif, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, était clairement de reprendre le pouvoir, ne vont pas accepter d'être exclus totalement du jeu politique, ne vont pas accepter d'être clairement exclus du jeu, disons, bon, je ne pourrais pas parler de démocratie, mais du jeu, disons, du jeu sécuritaire et tout ce qui pourrait se rapporter à cela. Donc la classe politique actuellement qui dit que le mieux serait de boycotter les élections, je crois que... Moi je n'ai jamais été pour un boycott. Oui, parce que rappelons que s'il y a boycott, le oui va l'emporter. Oui, justement. Moi, je n'ai jamais été pour un boycott. Si, par exemple, il pense que la population est clairement consciente des enjeux, il pourrait, à un moment donné, faire en sorte que le non puisse l'emporter par rapport à ces élections. Mais quand même, il faudra pour cela qu'on ait un fichier électoral fiable et qu'on ait des élections transparentes. Et au vu de ce qui a été dit précédemment, je doute fort que l'ensemble de ces conditions soient réunies pour le Centrafrique. Ouais, et Karim, vous l'avez rappelé également, la Centrafrique reste minée par une situation politique instable, évidemment avec des guerres ethniques et plein d'autres choses. Est-ce que ce référendum ne va pas un petit peu remettre la poudre au feu? Mais forcément, ce référendum est en tout cas lourd de danger. Vous savez, c'est vrai, des opposants politiques comme Martin Zéguélé ou autres, Dole Guélé, l'ancien Premier ministre, ont critiqué ce projet, en tout cas de nouvelle constitution. Mais il y a même des anciens alliés donc du président Touadéra, en l'occurrence un parti comme celui dirigé par Amin Michel, le parti l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui était en alliance avec le mouvement des Cœurs unis du président Touadéra et qui a, disons, dans une conférence de presse, appelé ses militants, et en tout cas les populations, à voter non au référendum. Parce que ce parti, par exemple, l'UNDP, considère que justement, ce référendum n'a pas sa raison d'être et le président Touadéra ne doit pas faire moins que d'autres présidents. Comme on a pu le voir au Niger avec Mahamadou Issoufou. On l'a vu au Nigeria avec Mohamedou Buhari, qui ont jugé nécessaire de laisser la main. Parce qu'en réalité, vous savez, Touadéra n'est pas vieux. C'est quelqu'un qui a effectivement une certaine sympathie, si vous voulez, quelque part au niveau de cette région d'Afrique centrale. Mais c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle important après le pouvoir. Parce que de toute façon, il y a une vie après le pouvoir. Il peut, au niveau de l'Union africaine, comme d'autres instances internationales comme l'ONU, jouer un grand rôle. Mais vouloir se cramponner au pouvoir ne va lui apporter que des déboires. Parce que de toute façon, la Centrafrique a une réalité.
en dehors de ceux qui soutiennent le pouvoir pour un peu pérenniser ce pouvoir-là, je pense à Wagner et autres, qui lui apportent un soutien militaire, tant soit peu, il y a surtout une problématique de sécurité qui se pose dans toute cette zone-là. Avant, on a parlé de groupes armés, mais il y a des partis politiques organisés également qui luttent pour accéder au pouvoir. Par conséquent, s'il n'y a pas de voie démocratique qui puisse leur permettre cela, il est évident que la voie des armes sera malheureusement une éventualité à prévoir. Et quels pourraient être les risques sur le plan géopolitique en cas de oui à ce référendum ? Oui, déjà, le fait de bloquer les différentes voies d'accès, les différentes voies d'expression démocratique ou les différentes voies d'accès au pouvoir de manière démocratique, c'est source d'instabilité. Mais la Centrafrique, comme l'a souligné tout à l'heure M. Diakhaté, se situe dans une zone, dans une certaine poudrière en fait. Le Tchad au nord, la RDC au sud, le Soudan qui est en guerre. Donc je pense que le président Touadéra a toutes les armes, tous les éléments en main actuellement pour pouvoir apaiser son pays, pour pouvoir en faire une petite exception dans un contexte géopolitique tout à fait tendu. Ouais. Tout à fait tendu. Parce qu'en Afrique centrale actuellement, on ne peut pas citer clairement d'État qui puisse clairement se ragaillardise d'une situation politique stable et gérable sur la durée. Donc l'ensemble des modifications qui ont été évoquées tout à l'heure renseignent tout simplement que la volonté d'apaiser le climat politique et social n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est clairement source d'instabilité, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international. Karim, jusqu'à présent, on assiste à un mutisme de la part de la CEDEAO. Doit-elle se prononcer le plus tôt possible ? Non, certainement pas la CEDEAO, parce que ce n'est pas la zone de compétence de la CEDEAO. Oui. On parle peut-être de la CEMAC. Ou de l'Union africaine, évidemment. De l'Union africaine, c'est vrai. Mais bon, vous savez, le changement de constitution, ce n'est pas quelque chose qui est défendu ad vitam aeternam, c'est quelque chose qui peut être considéré. Oui. Mais l'Union africaine, vous en parlez justement, a défini même dans sa charte de bonne gouvernance les principes qui doivent accompagner ces changements constitutionnels. Parce que vous savez, c'est le problème, surtout au niveau de la CEDEAO, je pense que vous avez bien fait également de le dire. Il y a effectivement le fait que les changements de constitution à ce niveau-là peuvent amener des problèmes. On l'a vu dans notre région avec toutes ces transitions. Oui. C'est parce que justement, certains ont voulu faire un forcing. Maintenant, dans le cadre de l'Afrique centrale, c'est peut-être que Touadéra est malheureusement peut-être conseillé. On a parlé de courtisans zélés, mais en réalité, c'est parce qu'il y a une donne régionale avec le Gabon, où son Excellence, le président Ali Bongo Ondimba, va certainement vers un troisième mandat, où il y a des pouvoirs qui sont là depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Par conséquent, ce n'est pas une bonne peut-être voie à suivre, peut-être pour un pays comme la Centrafrique, qui a une trajectoire. Parce que le Gabon, heureusement, est un pays où on n'a pas connu de difficultés majeures en termes de sécurité. C'est le cas pour les autres pays comme la Guinée équatoriale ou même le Cameroun. Mais pour le cas de la Centrafrique, c'est un cas particulier qui mérite que les gens puissent prendre ça avec des pincettes. C'est un pays qui a connu des tragédies avec la guerre et certainement, je pense que ce ne serait pas véritablement dans l'esprit des pères fondateurs comme Barthélemy Boganda et autres de voir en tout cas le pays revenir à ses anciens démons. Concernant les réformes constitutionnelles, il y a deux types de réformes. Il y a les réformes consolidantes et les réformes déconsolidantes. Comme l'a précisé notre ministre de la Justice, par ailleurs professeur d'université, le tailleur constitutionnel de haute couture. donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que toute réforme constitutionnelle déconsolidante est source d'instabilité. Toute réforme constitutionnelle consolidante, c'est-à-dire qui consolide les acquis de la démocratie, qui consolide les acquis du jeu politique, qui soit inclusive et à l'inverse, source de stabilité politique sur la durée. C'est ce que j'aimerais dire. Évidemment, du coup, Karim l'a souligné, la situation de la Centrafrique est évidemment à prendre avec beaucoup d'attention, une attention particulière à accorder à la situation de la Centrafrique. On parle de la société civile. Karim, cette société civile a en tout cas déclaré qu'elle ne restera pas vraiment stable
dans le sens de elle ne fera rien. Non, évidemment, elle dit qu'elle ira au front, cette société civile, pour que cette loi ne passe pas. Évidemment, le rôle majeur de la société civile aujourd'hui, mon cher Karim, est-ce que cette société civile en Centrafrique est-elle aujourd'hui bien organisée pour pouvoir aller au front et faire barrage à ce projet de loi? Non, justement, c'est parce que la société civile n'a pas certainement un poids conséquent qui a permis effectivement au président Touadéra de dérouler tranquillement. Parce qu'il y a quand même un processus. Oui. Cela a commencé il y a au moins, disons, une année avec tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Même déjà, parce que la Cour constitutionnelle avait refusé le principe même de la modification du texte constitutionnel. Cela s'est fait. Par conséquent, je pense que aussi bien les acteurs politiques que la société civile n'avaient pas véritablement joué leur rôle comme il se devait. Bon, maintenant, on ne va pas dire que le vin est tiré. Il y a encore un processus à voir. Il y a le peuple centrafricain qui est là, qui observe, mais il y a surtout aussi la communauté internationale qui ne doit pas rester les bras croisés. Oui, c'est parce qu'on a l'impression qu'on assiste à un mutisme. Tout à l'heure, il y a eu la petite confusion avec la CEDEAO. On assiste à un mutisme de la part de la CEMAC, de l'Union africaine par rapport à la situation qui se passe. On rappelle que le référendum, c'est le 28 juillet et il n'y a toujours pas... le 30 juillet, effectivement, il n'y a toujours pas, en fait, cette manifestation de ces organisations internationales, mon cher Karim. Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter? Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que l'issue de ces référendums va certainement impacter durablement dans, en tout cas, la situation à venir. Il est évident que beaucoup de choses risquent de se passer. Oui, Pape Ousmane. Malheureusement, se pose encore la question de l'efficacité de ces institutions, notamment la CEMAC, encore une fois la CEDEAO, qui, à travers l'exemple malien et l'exemple guinéen, ainsi que l'Union africaine, démontre encore une fois des carences par rapport à la résolution des différents conflits ou des différentes sources de conflits au sein des différents pays qui sont identifiés comme étant fortement sujets à des tensions politico-sécuritaires. Donc on se pose toujours la question de savoir en quoi ces organisations sont capables d'anticiper sur ces instabilités politiques, en quoi ces organisations sont également capable d'anticiper sur toute forme de, disons, de violation de la Constitution qui pourrait amener plus tard à des troubles politiques, qui pourraient même amener plus tard à des coups d'État. Parce que je me rappelle de la réunion de la précédente conférence de la CEDEAO, ils ont voulu mettre en place une force anti-coup d'État. Mais avant de mettre en place une force anti-coup d'État, peut-être qu'il faudrait mettre en place des mécanismes qui empêcheraient toute révision illégitime et déconsolidante des constitutions au sein de ces pays concernés. Alors évidemment, sur ce référendum, l'opposition s'est prononcée effectivement, et l'opposition appelle à une forme de prise de conscience de la population et invite au président Touadéra de revoir sa position et de ne pas plonger à nouveau le pays dans une situation instable. L'opposition, ce cri de cœur, mon cher Karim, vous comprenez ce cri de cœur de l'opposition? Mais je le comprends parfaitement. Je le comprends d'autant plus que le président Touadéra est quand même un homme un homme de mesure, je crois, qui peut effectivement revenir sur ses pas. Mais de toute façon, il appartient seulement au peuple centrafricain de se prononcer, en tout cas par rapport à toute cette évolution. Il est clair que le danger qui guette est toujours là, malheureusement, parce que c'est un contexte assez chargé. Il faudrait que tous les acteurs puissent, en tout cas à l'unisson, définir la meilleure solution possible. Et cette solution, c'est de laisser en l'état la Constitution telle qu'elle est faite. Maintenant, si des modifications sont amenées dans le sens d'aller, en tout cas, vers une crispation demain, il est évident que c'est toute la sécurité de la sous-région qui sera menacée. Et nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Karim Abdou Diakhaté. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Et en face de vous, nous avons Pape Ousmane Thiaw. Vous êtes doctorant en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du débrief. Un plaisir, Régis. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres actualités liées au continent. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.